Monsieur Pascal Durand-Barthès, bonjour. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du Haut Comité du gouvernement d'entreprise, qui est une instance patronale garante de la bonne application par les grandes entreprises du code de gouvernance AFEP-MEDEF. Donc, gouvernance, on voit bien ce que c'est. Vous vous occupez aussi dans la gouvernance de la rémunération, mais on en parlera plus tard, le problème parfois un peu chaud de la rémunération des dirigeants, mais cette haute instance, haut comité du gouvernement d'entreprise, pourquoi, comment et quelle est sa philosophie et son fonctionnement? Oui, alors, c'est la suite normale du développement du système sur lequel repose le gouvernement d'entreprise maintenant dans la quasi-totalité des pays d'Europe, c'est-à-dire le système qu'on appelle en français appliquer ou expliquer, qui vient de l'anglais comply or explain, qui vise à introduire un certain nombre de règles, de bonnes pratiques de gouvernement d'entreprise, de gouvernance, avec la flexibilité qui permet de faire en sorte que des règles rigides ne s'appliquent pas à toutes les sociétés compte tenu de leur immense diversité. Donc on a mis en place un certain nombre de règles et de bonnes pratiques qui assurent aux parties prenantes, à commencer par les investisseurs, puisqu'il s'agit des sociétés cotées, que les sociétés sont correctement gouvernées, et en particulier que leur conseil d'administration ou conseil de surveillance fonctionne sans qu'il y ait trop de conflits d'intérêts. C'est la principale préoccupation en matière de gouvernance. On s'est rendu compte que le fonctionnement de cette règle avait l'immense avantage de la souplesse, de la flexibilité, et que les sociétés étant invitées à expliquer les règles, les raisons pour lesquelles elles ne suivaient pas telle ou telle règle, dans certains cas, elles donnaient des explications qui étaient plus ou moins crédibles. À qui revient-il de juger ou de jauger la qualité de ces explications? Et c'est pour ça que l'idée est venue progressivement et relativement tardivement dans le développement. Le code de gouvernement d'entreprise, on fait remonter en France à 1995, qui est le moment où est sorti le premier rapport Viennot. Et en 2013, après 18 années d'expérience, on s'est rendu compte que ce serait bien d'avoir une entité provenant des entreprises elles-mêmes, et pas nécessairement venant de l'administration ou d'un organisme, ou sous la forme d'un organe parajudiciaire, car ça aurait eu pour conséquence de mettre immédiatement les choses sur un plan contentieux, ce qui n'est pas du tout l'intérêt, ce qui n'a aucun intérêt. Ce serait utile d'avoir un organe provenant des entreprises elles-mêmes et qui permettrait de mesurer si ce système de appliquer ou expliquer fonctionne correctement et si les explications données par les sociétés, quand elles ne respectent pas les règles du code, sont véritablement utiles pour l'objet qu'elles poursuivent, c'est-à-dire essentiellement de donner aux investisseurs l'assurance que la société est gouvernée de façon convenable et que, en somme, leur argent est en de bonnes mains. C'est la première. Donc, en 2013, on a créé cet organisme. Alors, il est composé de 7 personnes indépendantes, qui sont 4 d'entre eux sont des membres seniors de la direction de grandes entreprises, ou plus exactement, la plupart d'entre eux sont des présidents non exécutifs de conseils d'administration, qui ont une grosse expérience de la direction des grandes entreprises dans un cadre international.
Et puis il y a deux juristes de très haut niveau et un représentant des sociétés de gestion, donc quelqu'un qui représente véritablement le point de vue des investisseurs. C'est ça, donc on voit bien la philosophie, c'est au fond à la fois un peu de benchmark organisé entre les différentes méthodes, de l'échange d'expériences et une réflexion pour essayer de faire avancer, probablement par palier, la bonne gouvernance en édictant des règles, en peut-être les modifiant à l'expérience, etc. On tâtonne toujours, mais à terme, l'idée c'est de se doter en France, pour les grandes entreprises, pour les entreprises cotées, d'un certain nombre de principes, de règles qui permettent à l'entreprise, d'ailleurs ça l'aide, je suis au conseil d'administration d'une entreprise cotée, et c'est vrai qu'on se réfère très souvent à l'époque au code AFEP-MEDEF, la lecture aussi du rapport Viennot, mais maintenant votre institution, qui permet de se dire mais comment, quelle est la règle, qu'est-ce qui se fait, quelle est la fourchette. C'est jamais aussi. Mais par exemple, au comité d'audit de l'entreprise où je suis, comme au conseil, voilà, on sait qu'il faut à la tête un indépendant, il faut, etc. Donc on se dit, mais après, la logique, elle est là, et on la comprend. On la comprend. Voilà. Alors, le code lui-même, il comporte, je sais pas, une trentaine de pages, donc c'est pas énorme, et évidemment, les situations concrètes qui se posent sont d'une immense diversité. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est notre première fonction, c'est de donner aux entreprises qui nous consultent des interprétations sur le point de savoir si ce qu'ils se proposent de mettre en place est conforme à la règle qui est forcément édictée dans des termes généraux. Il n'y a pas de doute. Ce que nous faisons aussi pour aider les entreprises, c'est que nous faisons une revue systématique des documents de référence et également des résolutions d'Assemblée générale qui touchent à la gouvernance, mais elles sont relativement peu nombreuses. La plus importante de notre point de vue étant le CONP, qui est relativement récent, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure si vous voulez qu'on parle des rémunérations. Donc nous regardons cela systématiquement et nous écrivons aux sociétés en attirant leur attention sur un certain nombre de points. Nous sélectionnons tous les ans, le comité sélectionne tous les ans des thèmes prioritaires, et sur ces thèmes-là, il écrit aux sociétés en disant ce que vous avez expliqué là n'est pas totalement satisfaisant, et nous vous recommandons d'en dire plus ou de donner telle ou telle information. Voilà. L'idée, au fond, c'est de dire il vaut mieux que le patronat se saisisse soi-même de ça plutôt que d'avoir une instance judiciaire ou législative qui ensuite, sur le terrain, comme on s'en rend compte trop souvent, est inapplicable et ne permet pas cet ajustement pragmatique que vous pouvez représenter. Oui, il s'agit de voir comment les sociétés, comment les conseils d'administration peuvent jouer pleinement leur rôle en tant que rouage de l'organisation de la société. C'est de ça qu'il s'agit en principe. Et ce ne sont pas des magistrats qui peuvent donner ce genre de recommandations. Ce n'est pas leur métier. Chacun son métier. Donc les magistrats sont là pour protéger les actionnaires ou les tiers qui peuvent être lésés par la société. Et ça fonctionne. L'abus de biens sociaux, c'est quelque chose qui fonctionne dans le système judiciaire français. Bien sûr. L'article du Code civil, du Code de commerce, qui permet à l'actionnaire d'assigner les dirigeants s'il estime qu'ils ont commis des fautes de gestion qui ont des conséquences néfastes pour les actionnaires, ça existe également. Ça n'est utilisé évidemment que dans des cas extrêmes, mais c'est
Ça existe. Il s'agit là. Enfin, cette protection-là existe et le judiciaire est dans son rôle. Bien sûr. Alors, sur les rémunérations, je voudrais qu'on évoque, sans faire état des cas actuels dont la presse s'empare. On n'est pas dans le système médiatique, mais j'essaye d'imaginer comment vous conduisez votre réflexion pour essayer de déterminer ce qui paraît raisonnable, et par quel biais d'ailleurs communiquez-vous là-dessus, à qui le dites-vous, à la société, à la personne concernée, à l'AMF, mais c'est pas évident de savoir combien les gens méritent, est-ce que c'est le mérite, quels sont les critères en fait? Alors, nous ne sommes évidemment pas en mesure de porter une appréciation, le comité que je sers n'est pas en mesure de porter une appréciation sur le point de savoir si tel ou tel montant est mérité. On ne va pas analyser l'action du dirigeant, c'est impossible et ça ne nous revient pas. Cela dit, le code AFEP-MEDEF comporte un certain nombre de règles qui sont d'une part des grands principes, il y a 7 grands principes, l'exhaustivité, la cohérence, la mesure, qui rappellent au conseil d'administration, quand il fixe les rémunérations des dirigeants exécutifs, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qu'ils doivent prendre en considération un certain nombre de principes de base, parce que s'ils oublient ces principes, ce sera néfaste pour tout le monde et néfaste pour l'administration. L'un de ces principes, c'est qu'il faut un benchmark, c'est-à-dire qu'il faut avoir regardé ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire dans les sociétés cotées de la même taille et dans les sociétés du secteur. Ce qui est d'ailleurs à double tranchant, puisqu'il est clair actuellement que ces comparaisons, alliées à la transparence sur les rémunérations, n'ont pas, au contraire, limité la progression des rémunérations. Mais au-delà de ces grands principes, il existe dans le Code un certain nombre de règles qui ont été fixées au fil des années. Par exemple, on dit que quand un dirigeant reçoit une indemnité de départ, il ne peut le faire que quand certaines conditions sont réunies, quand il s'agit d'un départ contraint lié à un changement de contrôle ou à un changement de stratégie de la société, et que ça doit être limité à 2 ans de rémunération. Et on donne ensuite un certain nombre de précisions sur le fait que ça ne peut pas être la dernière année qui est seule prise en considération, de façon à ne pas favoriser les effets d'aubaine artificiels. Donc, le Haut Comité vérifie que ces règles-là sont respectées. Il en existe également des règles en matière de retraite supplémentaire. Le fait de regarder si ces règles-là sont respectées, c'est-à-dire regarder en somme si la lettre du code est respectée, ça amène nécessairement à s'interroger sur l'esprit du code et sur le point de savoir si on a une rémunération qui paraît démesurée ou non. Et dans ces cas-là, ce qu'on appelle en anglais peer pressure, la pression des pairs, est quelque chose qui est beaucoup plus efficace que les autres sanctions que l'on peut imaginer. Bien entendu, il y a eu des cas dans le passé où les tribunaux ont été amenés à juger que telle forme de rémunération n'était pas compatible avec la valeur des services rendus. Mais ce sont des cas extrêmes où il a fallu que soit un nouveau conseil d'administration en place décide d'attaquer l'ancien ou d'attaquer l'ancien patron qui avait quitté la société. Et c'est une décision qui a pris énormément de temps parce que ça a fonctionné avec le rythme
qui est celui de l'institution judiciaire. Et la pression des pairs, si on peut employer cette expression, est quelque chose qui a énormément d'avantages par rapport à ce mode de fonctionnement. Beaucoup plus rapide. Vous avez publié début octobre votre deuxième rapport. En quelques mots rapides, les points essentiels que vous avez pointés. Alors d'abord, on rappelle quelle a été notre activité. Ouais. On constate, mais ça n'est pas de l'autocongratulation artificielle, que les choses ont continué à progresser. Alors, bien entendu, ça repose sur l'examen de statistiques qui peuvent paraître très formelles en un sens, mais ça, c'est la traduction quand même du fait que les conseils d'administration travaillent de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils jouent de plus en plus le rôle de contre-pouvoir de l'exécutif dans les sociétés, et ils s'investissent de plus en plus dans la définition de la stratégie des sociétés, ce qui est quand même le premier rôle qui leur est assigné par la loi, par le Code de commerce. Ce qui est vrai également, c'est que tous ces indicateurs qui reflètent en réalité la diminution des situations de conflit d'intérêts, la proportion d'administrateurs indépendants, le nombre de mandats détenus par les administrateurs ou par les dirigeants est quelque chose qui est en constante amélioration. Et nos chiffres révèlent ça. Alors, tous les ans, ça s'améliore un petit peu. Mais c'est vrai que, d'une part, en termes de volume de travail et implication des conseils d'administration dans le rôle en tant qu'organe de la société, d'une part, et d'autre part, en ce qui concerne l'indépendance de la société, le cumul des mandats, les choses ont considérablement progressé dans les 10 et surtout dans les 20 dernières années. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 20 ans. Parfait. Monsieur Durand-Barthès, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis. Merci beaucoup.